Bonjour Guillaume Dozou. Bonjour Richard, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver Guillaume, vous êtes notre chroniqueur musique ciné dans cette année-là et aujourd'hui vous avez choisi de nous parler de Jean Gabin. Voilà qui va nous amener pour évoquer les débuts de Jean Gabin au music hall évidemment puisque il démarre par ça, par le music hall, c'est un chanteur à l'origine. C'est un chanteur et en plus pour la petite histoire il est même forcé par son père d'entrer au music hall. C'est quand même assez rare dans une carrière d'artiste, oui. Parce que son père et lui tenait un café et était également comédien d'opérette. Donc il a évidemment trouvé le métier de son fils en disant voilà tu seras chanteur. Tu seras chanteur. Et voilà. Et alors il chante et il est danseur. Il chante, il danse, il imite Maurice Chevalier par exemple, ça fait partie de ses tours. Et puis alors ça se passe très tôt, hein. On est dans les années 20 hein, à ce moment-là. Hein. Pour la petite histoire, Gabin est né en 1904, donc sa carrière, même quand il a 18 ans, on est quand même au début des années 20, ce qui veut dire que sur scène, on peut le voir avec Mistinguett par exemple. On peut le voir avec la Goulue qui termine sa carrière. Donc on est... Avec la Goulue. Oui, ah ouais, en effet. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. On a donc un Gabin qui a un gros succès tout de suite au music hall et qui va commencer dès la fin des années 20 à partir en tournée jusqu'en Amérique du Sud par exemple. Donc on connaît assez peu Gabin chanteur d'opérette parce qu'à l'époque on faisait pas de disque live forcément, mais on a tout de suite le succès pour Gabin en tant que chanteur. Bien. Les premiers rôles au cinéma, ça arrive quand? Et peut-être pas des premiers rôles, j'imagine, au début. Hein. Non, il doit bien enchaîner sûr. Pas mal les seconds rôles. Alors, il fait d'ailleurs quelques petits courts-métrages, toujours à la fin des années 20, quand il revient des États-Unis. Et on commence à avoir vent de Gabin et en fait, finalement de son talent. C'est le premier film marquant dont on se souvient, c'est La Belle Équipe, par exemple. Julien Duvivier, c'est ça? Eh ben oui, avec Charles Vanel par exemple, et donc qui finit par une chanson. C'est l'histoire de quelques amis qui décident d'ouvrir une guinguette sur les bords de la Marne, et donc c'est un film qui d'ailleurs comporte une chanson que chante Gabin, qui est Quand on se promène au bord de l'eau. Ouais. C'est pas dans ce film-là qu'on a plusieurs fins qui ont été tournées? Il y a deux fins, ouais. Il y a deux fins à ce film-là, et il y a une fin, on va dire, qui finit bien et qui était projetée à l'époque, qui était finalement la fin officielle, et puis très vite, et on l'a encore dans les éditions DVD maintenant, la seconde fin. Alors ça passe aussi maintenant quand on a des diffusions télé, on passe les deux fins quand même en précisant. Oui, une fin plus tragique. Voilà, c'est ça, ouais, effectivement, ouais, où donc c'est deux façons de terminer une amitié. Alors, c'est intéressant de voir ça, oui, en effet. Avant la guerre, il y a encore un ou deux films à signaler. Il y a Pépé le Moco, par exemple, qui est aussi bien connu. Et puis Louis Jouvet aussi, qui fait appel à Gabin pour Les Bas-fonds avec Renoir. Alors, Gabin sera, on verra tout à l'heure, mais un comédien qui sera très fidèle à certains réalisateurs. Renoir en fait partie, Duvivier en fait partie. Ouais, on l'appelle beaucoup Gueule d'amour. Il avait vraiment un physique de jeune premier. Ah oui, complètement. D'ailleurs, faut voir les films de Gabin avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, pour se rendre compte de ça. Effectivement, c'est un peu le jeune premier. Ouais, effectivement, c'est celui qui fait craquer les filles. La guerre éclate. Eh oui. La guerre éclate et Gabin va faire un choix que beaucoup d'artistes ne vont pas faire. C'est ça, j'ai ouais. envie de dire. En effet, même si dans Quai des Brumes, il joue un déserteur, Gabin quand même décide pratiquement tout de suite de s'engager dans le conflit, effectivement, dans la Seconde Guerre mondiale. Alors il aura plusieurs fonctions. Je crois qu'il est marin d'ailleurs au départ, puisque c'est quelqu'un qui, on le verra tout au long de sa carrière après, est très attaché à la marine nationale. Et donc il sera marin, il sera chef de char également. Et c'est quelqu'un qui va pas mal bourlinguer avec les forces françaises libres, par exemple. Donc Gabin sera très vite dans ce conflit armé-là. Ça va porter un peu préjudice à sa carrière, parce que pendant ce temps-là, on a des comédiens français, soit qui vont bosser avec la Continentale, donc les Allemands en France continuent de produire des films, et on l'a beaucoup reproché par exemple à Clouzot, et on a aussi des Français comme Jean-Pierre Aumont par exemple, qui vont partir eux aux États-Unis, qui vont continuer leur carrière, ce qui veut dire qu'en termes de visibilité, Gabin,
quand on arrive en 46-47, Donc pas beaucoup finalement. bah non, hein, et ceux qui ont vu La Bête humaine, ça commence à dater d'au moins 10 ans. Donc maintenant, c'est un petit peu plus difficile pour redémarrer. Et puis physiquement, sa gueule d'amour, comme vous le disiez, bah, il l'a plus, quoi. Mhm. Il n'y a pas une histoire d'amour qui commence durant cette sombre période avec Marlène Dietrich? Oui, on lui prête pas mal de liaisons, effectivement, même lors de ses tournées hors de France. C'est quelqu'un qui s'est marié assez rapidement, il s'est marié plusieurs fois, mais on va dire qu'il n'y a pas de période, il n'y a pas de longue période où il est resté célibataire, mais il est resté toujours en amour, fidèle à son métier, quoi. C'est souvent à coquiner, on va dire, avec des gens de sa profession. Et oui, Mhm. effectivement, Marlène Dietrich, ça fait partie de la légende, quoi. Alors j'ai pas de preuves, hein, mais, mais j'ai entendu ça comme vous. Non, mais je pense que c'est dans toutes les bonnes biographies. Je pense aussi. Ce fut une vraie histoire d'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que Marlène Dietrich, pardon, elle-même, eh ben, ma foi, s'opposait formellement et de façon publique au régime nazi. En effet, donc Ouais. forcément ça rapproche, hein. Donc forcément, ça rapproche. Oui. Et Jean Gabin était, et on l'a rappelé tout à l'heure, un des rares comédiens à partir combattre parce qu'il a réellement combattu. Hein, il Oui, faut le oui, bien rappeler. sûr. Hein. Oui, d'ailleurs, il y a des traces photographiques qui sont assez surprenantes finalement, quoi, de voir quelqu'un qu'on voit au cinéma en habit de militaire faire la guerre vraiment, quoi. Non, c'est assez rare, en effet. Après la guerre, est-ce que Gabin revient rapidement et facilement au cinéma? Alors non, enfin rapidement, il essaye de reprendre sa carrière, parce que finalement c'est le seul métier qu'il a jamais fait. Marcel Carné, par exemple, le retrouve tout de suite, hein, au début des années 50, et essaye de le faire remonter un petit peu pas sur les planches, mais en tout cas dans le cœur des Français. Et puis on va avoir quelques distinctions qui se feront plutôt hors de France, quoi. Il va avoir des distinctions à Venise, par exemple. Il aura des prix pour ses qualités de comédien. En France, ça va pas revenir tout de suite. On aura quelques succès plutôt, enfin plus tard, avec Touchez pas au Grisby, avec des films comme ça. Mais là, on sera plutôt déjà au milieu des années 50. Donc Ouais. là, il y aura une période de creux, en tout cas pour les Français. Il y aura une période comme ça un peu dure. Mais toujours pour Toucher pas au Grisby, qui est vraiment le gros carton, quoi. Il y a 4 millions d'entrées en France pour ce Ah film-là. ouais. Il y a Lino Ventura derrière qui monte en puissance. Et puis on commence à voir Michel Audiard aussi, qui retrouvera sur le Pacha, par exemple. Donc là, c'est finalement le vrai retour de Gabin en France avec les cinéphiles français et les autres. C'est vraiment Touchez pas au Grisby, c'est 54. Vous avez des films préférés, vous, dans cette période-là, dans les années 50 et dans le début des années 60, Guillaume? Mais j'aime bien forcément la traversée de Paris parce que bah, il y a quelques envolées comme ça intéressantes entre Bourvil et lui, et puis il y a une scène au café aussi qui est assez exceptionnelle, même si elle est un peu un peu triste, quoi. Mais bon, le passage avec De Funès est Évidemment, forcément à avec garder. l'épicier. Exactement, mais il y a Voici le temps des assassins aussi que j'aime bien, Ah tiens, avec une particularité pour les pointus du cinéma, puisque on a un Gabin qui est restaurateur, par exemple. ouais. Et voilà, et donc on le retrouvera plusieurs années plus tard avec ces métiers-là. C'est quelqu'un, on le verra à partir de ce moment-là dans sa carrière, quelqu'un qui va être souvent lié à la terre, à des métiers où on mange, enfin un peu le français moyen, quoi. Un Des peu métiers nobles, entre guillemets. voilà, c'est ça. Hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, Et c'est ça. alors dans le clan des Siciliens, ça sera autre chose, mais c'est beaucoup plus tard. Mais sur le principe, c'est ça, parce que Gabin se présente, et on le voit dans la vie de tous les jours, comme quelqu'un qui aime beaucoup la campagne. Il achète tout de suite un haras, il a une grande ferme, il exploite des terres et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui va être facile à s'approprier, quoi, quand on sera en train de le regarder, quand on sera en train d'écouter ce qu'il a à raconter. Très attaché à la famille Ouais, c'est ça, c'est vraiment et aux valeurs de la famille. ouais, on va voir ça tout au long de sa vie, quoi. C'est vraiment pour moi le retour au succès là qui permet de finalement à Gabin de s'affirmer tel qu'il est vraiment.
On continue à se balader dans la filmographie de Jean Gabin et c'est une filmographie qui ressemble à notre histoire commune finalement, Oui, à c'est tous. vrai. Hein. Et Jean Gabin, c'est une belle carrière qui démarre dans les années 20, on le racontait tout à l'heure au Music Hall. Et puis ce sont de grands rôles. Il y a eu la guerre, il y a eu son engagement. Et puis à la fin de sa carrière, on le retrouve, Jean Gabin, dans des rôles finalement souvent similaires, mais où il garde toujours une vraie posture, une vraie présence. C'est vrai, et puis, il a des rôles de flic aussi. À la fin des années 50, on le voit plusieurs fois en Maigret, par exemple. On le voit, ça c'est assez surprenant. Et d'ailleurs, ça n'arrivera qu'une seule fois, mais en 61, il fait le rôle du président du Conseil. À l'époque, c'est pas le président de la République, mais il joue donc le film s'appelle d'ailleurs Le Président. Le président, c'est ouais. Henri Verneuil qui fait ça. Ouais. Et donc, on a un Gabin là qui occupe des hautes fonctions finalement de l'État. Et c'est un petit peu quelque chose qui interpelle, quoi. Je dis, tiens, c'est vrai que ce Gabin peut aussi jouer ça. Et dans le Pacha, par exemple, aussi, on va avoir des fonctions comme ça de flic, mais beaucoup plus bonhomme finalement. Voilà un flic bonhomme, le Pacha, et puis évidemment la musique de Serge Gainsbourg, dont on se souvient. Autre film marquant, c'est Le Clan des Siciliens, où il donne la réplique à un jeune acteur qui est fasciné d'ailleurs par Gabin, c'est Alain Delon. Un certain Alain Delon, effectivement. Donc là, Henri Verneuil, d'ailleurs, qu'on connaît bien aussi. Alors là, les années 60 et 70 d'Henri Verneuil vont lui faire tourner avec les plus grands qui débutent ou alors qui sont au sommet. Donc là, effectivement, la rencontre Gabin-Delon est intéressante, quoi. C'est un peu sur le principe comme un avant-goût du Parrain, quoi, Parrain. Voilà, que fera Coppola un peu plus tard. Mais donc ces histoires un peu mafieuses, quoi, qui viennent dans la filmo de Gabin, qui sont intéressantes. Ouais. Ces tout derniers rôles sont intéressants, ou on a des films qui sont plus moyens On a L'Année Sainte, en fait, qui est son dernier film, Jean Giraud. C'est Jean Giraud, ouais. Ouais, donc là, il joue un vieux, quoi. C'est un peu le gars qui est fatigué, le vieux caïd fatigué, quoi. Ouais. C'est pas un film que j'apprécie particulièrement. Dans les choses les plus anciennes, les plus récentes, pour lui, l'affaire Dominici, par exemple, qui peut être intéressant, puisque là, on raconte un fait de société, ouais. On raconte une histoire vraie. C'est un vrai fait divers. Qui a donné lieu à de nombreux films. Exactement. Et de nombreux téléfilms, mais c'est vrai que l'interprétation de Gabin est vraiment étonnante. Hein. Et oui, en plus, l'affaire Dominici. Ça pourrait être son propre rôle, quoi. On est sur quelqu'un qui est à la campagne. Enfin bon, on le voit bien, quoi. La dernière apparition de Jean Gabin en public, ce sera pour les Césars. Ce sera pour les Césars. Ce sera même pour la première cérémonie des Césars. C'est à l'époque Robert Enrico qui est président de l'Académie des Arts et donc Gabin qui devient président de la première cérémonie. Alors à l'époque c'est assez intéressant puisque on a face à Gabin Pierre Tchernia forcément qui est Monsieur Cinéma incontournable en 76 et puis Michel Morgan avec qui on lui avait prêté une liaison il y a bien longtemps. Et c'est vrai qu'on revoit les images facilement aujourd'hui avec Internet. C'est ça qui est passionnant avec Internet, c'est qu'on revoit les images et on voit ce monsieur pour lequel on a un respect immense qui est là sur scène. Il trône, hein, c'est vraiment oui, c'est ça. On le voit à la fin parce qu'il donne un César pour le meilleur film. Et puis une espèce de Gabin vraiment monstre sacré. C'est ça, ouais, complètement. Ouais. Le dinosaure du cinéma français avec ses énormes lunettes de soleil. Là, mais il est là. On sait que quand on est dans la salle à ce moment-là, on sait que on le reverra certainement pas. Il est possible qu'on ne le revoie pas. Il y a un plus. Enfin, je sais pas. Il se passe quelque chose. On peut aller chercher les images un peu partout, effectivement, maintenant sur Internet. C'est le bon moment de voir ça. Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte. Et 76, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même une sorte de passage de témoin, puisque on sacre plusieurs films à ce moment-là, mais notamment Que la fête commence, par exemple, de Tavernier. Tavernier qui débute un petit peu là-dessus, il est sur ses premiers grands films.
et Tavernier qui bosse à l'époque avec Jean Orange. Et Jean Orange qui a été un des scénaristes un petit peu évité, on va dire, puisque ça faisait partie de ceux qui avaient bossé avec la Continentale, justement. Donc, une sorte de passage de témoin entre Gabin et Tavernier, et puis Jean Orange qui finalement assure la continuité. Donc, c'est assez étrange. Ouais. Et une boucle qui se boucle finalement. Voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et dans la salle, pour les plus curieux d'entre vous, je vous conseille vraiment de faire des arrêts sur image parce que cette cérémonie des Césars est remplie de légendes du cinéma, que ce soit français ou étrangère. C'est vrai ? Ah oui, tout le monde est là, quoi. On a du Depardieu à Isabelle Huppert déjà, mais François Truffaut, Isabelle Adjani, on a d'ailleurs Jean Rochefort qui va recevoir un prix. On parle beaucoup du vieux fusil, qu'est-ce qui va marcher le mieux cette année-là. On a beaucoup de noms comme ça qui depuis ont complètement Bien sûr. explosé. Ouais, Première nuit des Césars en 1976, c'est ça, Guillaume ? 76, exactement. Et dernière apparition de Gabin ? C'est ça, En public. c'était dans cette salle-là, ici, c'était au Palais des Congrès, me semble-t-il. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous, Richard. Et à très bientôt.